Imaginez-vous à bord d'un vol transatlantique à une altitude de 39 000 pieds, en route de Toronto à Lisbonne. Vous attendez avec impatience d'atteindre votre destination pour profiter du soleil. Le vol approche de sa fin. Vous vous réveillez paisiblement alors qu'une hôtesse de l'air vous apporte votre petit déjeuner. Tout semble parfaitement normal lorsque soudain, les lumières s'éteignent brusquement, plongeant la cabine dans l'obscurité. Des masques à oxygène tombent du plafond, tandis que le grondement régulier des moteurs cède la place à un silence pesant. Dans cet instant de confusion, une anxiété palpable envahit la cabine. Vous réalisez que quelque chose ne va pas, que votre vol vient de basculer dans l'horreur. Votre avion est à court de carburant. Vous vous préparez à un amérissage, une condamnation à mort. C'est le vol Air Transat 236. Le 24 août 2001, le vol Air Transat 236, opéré avec un avion Airbus A330, effectuait un vol régulier depuis l'aéroport international Pearson de Toronto à destination de l'aéroport de Lisbonne, soit un vol d'environ 7 heures. L'Airbus A330 était un avion ultramoderne et technologiquement avancé à son époque, qui a rapidement connu un grand succès commercial grâce à sa capacité à transporter un grand nombre de passagers sur de longues distances. C'est un des premiers avions à être entièrement équipé de la technologie fly-by-wire, c'est-à-dire que les commandes de vol sont électriques. Il est propulsé par 2 turboréacteurs Rolls-Royce Trent. Le système de carburant comprend des réservoirs principaux situés dans les ailes et dans le plan horizontal réglable. Il est équipé d'un système de transfert de carburant de trim qui est un système automatique permettant le contrôle du centre de gravité de l'avion. À bord, 293 passagers et 13 membres d'équipage. Le commandant de bord était chargé des fonctions de pilotage pour ce vol. Le décollage a eu lieu à minuit 52 avec 46,9 tonnes de carburant à bord. L'équipage de vol était composé d'un capitaine et d'un premier officier, tous deux très expérimentés. Le capitaine avait accumulé un impressionnant total de 16 800 heures de vol, tandis que le premier officier avait également une expérience considérable avec 4 800 heures de vol à son actif. Le capitaine, Robert Pichet, est un dinosaure de l'aéronautique, au parcours pour le moins original. En 1983, Pichet perd son emploi chez Québec Air en raison des difficultés financières de la compagnie. Il a une famille qu'il doit nourrir. Et rappelez-vous qu'on a affaire à un aventurier. Il loue alors un avion bimoteur aux États-Unis pour se rendre en Jamaïque. Inutile de préciser qu'il n'y est pas allé pour la beauté du paysage. Il revient aux États-Unis à Reidsville, en Géorgie, avec un avion rempli de marijuana. Il atterrit de nuit, coupe toutes les lumières de l'avion pour ne pas attirer l'attention et gare l'avion au parking. Soudain, il voit une voiture de police se diriger vers lui. Il tente le tout pour le tout, redémarre l'avion pour aller sur la piste, met les gaz, sauf que la voiture de police lui fonce dessus et il n'a pas d'autre choix que de se rendre. Il passera un peu plus d'1 an en prison, période durant laquelle il apprend à être confronté à la mort au quotidien, et qui, selon ses dires, lui servira pendant le vol dont il est question ici. L'avion volait au niveau 390, de nuit et dégagé de tout nuage. Pendant les premières heures de croisière, les passagers trouvent différents moyens de se détendre. Dans l'ensemble, une ambiance de tranquillité règne parmi les passagers alors qu'ils entament leur voyage. Jusque-là, le vol progresse normalement. Les pilotes surveillent attentivement les systèmes de l'avion, y compris les moteurs, les systèmes de navigation et les paramètres de vol. Ils maintiennent une communication constante avec les membres de l'équipage et les centres de contrôle au sol pour obtenir des mises à jour météorologiques et des informations sur le trafic aérien. À 4h57, l'équipage a observé un problème dans les paramètres d'huile du moteur droit. Transat 236, maintenance Mirabel. Mirabel pour Transat 236, j'écoute. Nous avons un petit problème. Nous avons une alarme ICAM de basse température d'huile et de surpression sur le moteur numéro 2. On n'a rien trouvé dans la documentation. Vous pouvez nous aider ?
Transat 236, on revient vers vous. Il constate une température d'huile anormalement basse, une pression d'huile élevée et une quantité d'huile réduite par rapport aux valeurs attendues. Fait rarissime et auquel les pilotes n'étaient pas formés. Normalement, la température de l'huile a tendance à augmenter pendant un vol. Pourquoi baisse-t-elle? Ils ont beau retourner la question dans tous les sens, ils ne trouvent aucune réponse. Ils gardent cette information dans un coin de leur tête. Peut-être était-ce une erreur informatique après tout. Pendant ce temps, les passagers ne se doutent encore de rien. Une demi-heure plus tard, une nouvelle information vient perturber les pilotes. Un message d'avis ADV s'est affiché sur l'écran. L'équipage a pris conscience d'un déséquilibre de carburant entre les réservoirs intérieurs des ailes gauche et droite. Un avis ne nécessite pas d'action immédiate et nécessite seulement une surveillance de l'équipage du système. Pour corriger le déséquilibre, l'équipage a sélectionné la vanne de transfert de carburant en position ouverte et a éteint les pompes à carburant de l'aile droite afin d'alimenter le moteur droit à partir des réservoirs de l'aile gauche. Peu de temps après, l'équipage s'est rendu compte qu'il ne restait que 11 tonnes de carburant à bord, soit 8 tonnes de moins que la quantité de carburant attendue. Après avoir fait leurs calculs, les pilotes se rendent vite compte qu'ils n'ont pas assez de carburant pour se rendre à Lisbonne. Ils contactent alors le contrôle pour qu'il leur indique un aéroport de dégagement. Air Transat 236, Santa Maria Control, pouvez-vous nous indiquer l'aéroport le plus proche? Nous avons peut-être un problème de carburant. À 5h45, l'équipage décide de se dérouter vers Lajes aux Açores. Étant donné que la quantité totale de carburant continuait de diminuer à un rythme inexplicablement élevé, le commandant de bord a décidé d'utiliser le carburant du réservoir droit avant qu'il ne soit perdu et a sélectionné les pompes de l'aile droite en position on et celles de l'aile gauche en position off pour établir un transfert de carburant du réservoir de l'aile droite vers le moteur gauche. L'équipage a alors contacté le MCC informant l'opérateur des lectures inexplicablement basses de la quantité de carburant. À ce moment-là, il restait 4,8 tonnes de carburant à bord, soit 12 tonnes de moins que la quantité prévue. L'équipage a rapporté qu'il ne pouvait pas déterminer quel était le problème, que l'indication de carburant continuait de diminuer et que la fuite apparente de carburant se produisait dans les réservoirs intérieurs de l'aile droite. À 5h59, pendant le dialogue avec le MCC, l'équipage a rapporté que la quantité de carburant avait encore diminué d'1 tonne dans les réservoirs de droite et 3,2 tonnes dans les réservoirs de gauche. Le MCC a demandé si la perte de carburant pouvait être due à une fuite dans le moteur gauche. En réaction à cette suggestion, le commandant de bord a momentanément rétabli le transfert de carburant à partir des réservoirs de gauche. Rappelez-vous que nous sommes à bord d'un avion ultramoderne. Les fuites de carburant relèvent presque de la fiction à bord de ces avions-là. En cas de fuite de carburant, la procédure dit de descendre à 20 000 pieds. Le commandant Pichet, à ce moment-là, se dit que si en effet il y a une fuite de carburant, descendre à l'altitude requise par la procédure serait un désastre. Il n'aurait plus aucune marge de manœuvre. Le premier officier demande à l'hôtesse d'aller au fond de la cabine passager et de vérifier discrètement à travers le hublot si elle aperçoit une fuite de carburant. Elle ne voit rien. Dans le doute, Pichet préfère alors rester à son altitude de croisière. Il faut savoir que le Airbus A330 est équipé de plus de 140 batteries d'ordinateurs et que les pilotes sont autorisés à les remettre en question. Les pilotes se persuadent donc que c'est une erreur informatique. Pas de bruit alarmant. L'hôtesse n'a pas vu de fuite. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y a une fuite de carburant. Le commandant de bord a réagi à l'avis de déséquilibre de carburant en effectuant les actions de la procédure de mémoire. Le contenu de la note d'attention n'a pas été pris en compte lors de l'exécution de la procédure. La note d'attention mentionne que si une fuite de carburant est suspectée, l'équipage doit plutôt se référer aux procédures de fuite de carburant. Mais comment savoir qu'on a une fuite de carburant? À 6h13, le moteur droit s'éteint subitement. L'équipage met immédiatement la manette de gaz du moteur gauche à fond. Ils sont contraints de perdre de l'altitude. Les pilotes vont s'enfermer dans un schéma mental que les psychologues appellent le biais de confirmation. Le biais de confirmation.
est un mécanisme cognitif qui consiste à privilégier les informations, confirmant ses idées préconçues, et à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Mettez-vous à la place de Pichet. Il lui a fallu 16 ans pour remettre les pieds dans un cockpit. Il va se convaincre qu'il n'est pas possible qu'il y ait une fuite de carburant. Pas à lui, pas maintenant, pas après toutes les difficultés qu'il a dû surmonter pour pouvoir reprendre les commandes d'un avion. 13 minutes plus tard, un nouveau choc. Le moteur gauche cesse à son tour de fonctionner. L'équipage déclare immédiatement un Mayday. Dans le cockpit, tous les affichages informatisés des pilotes se sont éteints et les commandes de vol sont passées en mode loi directe, c'est-à-dire que les pilotes agissent directement sur les commandes de vol sans les protections dont elles bénéficient en temps normal. La majeure partie des systèmes deviennent instantanément inopérants. Côté passagers, certains prient, d'autres sont totalement paralysés. Les lumières de la cabine vacillent, puis s'éteignent, laissant les occupants de l'avion dans l'obscurité. Dans le même instant, les masques à oxygène tombent des compartiments au-dessus des sièges. La RAT, Ram Air Turbine, s'est déployée. C'est une petite hélice située au-dessous du fuselage qui se déploie automatiquement et est utilisée comme une source d'énergie hydraulique ou électrique de secours. Les passagers redoutaient le pire. Mais dans le cockpit, les calculs semblaient de plus en plus favorables aux pilotes. Avec un taux de descente entre 1000 et 2000 pieds par minute et une vitesse de plus de 200 nœuds, ils avaient suffisamment de temps pour atteindre la base de Terceira. Pichet tentait de piloter l'appareil à une vitesse comprise entre la vitesse de planée recommandée et la vitesse d'avertissement de décrochage afin de maintenir l'appareil en vol le plus longtemps possible. Parmi les autres considérations prises en compte, il y avait le fait que la vitesse de l'appareil ne pouvait pas dépasser 200 nœuds pour abaisser le train d'atterrissage. La vitesse d'approche recommandée était de 170 nœuds, la vitesse minimale pour assurer le fonctionnement de la rate était de 140 nœuds et qu'il devait ajuster l'angle d'inclinaison de l'appareil pour obtenir un angle de descente en planée permettant d'atteindre la piste. À 6h31, le vol a été transféré au contrôle d'approche de l'AGES. Par miracle, la tour leur avait demandé bien avant que les problèmes ne surviennent de faire une diversion dans leur plan de vol. Cette diversion les a rapprochés des Açores. Équipés d'un radar primaire vu que c'est un aéroport militaire, les contrôleurs guident les pilotes par des vecteurs radars, même s'ils n'ont plus de transpondeur. Vous nous avez sur le radar? Nous vous avons sur le radar primaire. Je vous confirme, vous êtes à 130 km de nos installations. Votre cap est correct. Transat 236, merci de nous indiquer l'orientation de la piste et sa longueur. La Gestour, Transat 236, la piste en service est la 33. Elle mesure 3200 mètres. Contactez-nous quand vous l'aurez en vue. Transat 236, nous ne voyons pas le terrain. Nous vous rappelons quand on aura le visuel. L'avion s'approchait à environ 13 km de l'extrémité de la piste 33, volant à une altitude d'environ 13 000 pieds sur une trajectoire d'environ 270 degrés. Le commandant de bord a informé l'AGES qu'il entamait un virage à gauche de 360 degrés pour perdre de l'altitude. Pendant ce virage périlleux, l'avion était configuré avec les volets de bord d'attaque sortis et le train d'atterrissage abaissé pour l'atterrissage imminent. Des manœuvres en forme de S, comme lui ont appris les pilotes de l'ancienne génération, ont été effectuées pour réduire davantage l'altitude sans prendre de vitesse. Le pilote braque le manche d'un côté et le palonnier dans le sens opposé, et ainsi de suite, ajoutant une tension palpable à la situation déjà tendue. À 6h45, l'avion a franchi le seuil de la piste 33 à une vitesse d'environ 200 nœuds, touchant le sol avec une violence inouïe à 315 mètres de la piste, puis a rebondi brusquement dans les airs. Le deuxième contact avec le sol s'est produit à 850 mètres de l'extrémité de la piste, et les freins ont été enclenchés à leur maximum. L'avion a finalement stoppé sa course, dégageant une odeur de caoutchouc brûlé, tandis que les pneus crissaient contre le bitume. Des incendies ont éclaté près des roues du train d'atterrissage gauche. Mais heureusement, les véhicules de secours étaient déjà en position et ont promptement éteint les flammes. Ordre est donné par le commandant de bord pour une évacuation d'urgence. L'avion, marqué par l'impact, montre des signes de dommages structurels au fuselage et au train d'atterrissage principal,
témoignant de la violence de cette rencontre avec le sol. Les passagers se sont accrochés pour leur vie alors que Pichet les emmenait dans un manège magistral. Le vol Air Transat 236 a plané, faisant de ce vol le vol plané le plus long de l'histoire de l'aviation commerciale. Sur les 293 passagers à bord, accompagnés de 13 membres d'équipage, aucun décès n'a été signalé. Seulement 18 personnes ont été blessées légèrement. Tous les occupants de l'avion ont survécu à l'incident. Mais que s'est-il passé? Pour ça, il faut remonter quelques jours avant l'incident. Le 15 août 2001, lors d'une inspection de routine, des copeaux de métal ont été trouvés dans le système d'huile du moteur droit. Le 17 août 2001, il y a eu une seconde incidence de particules métalliques dans le système d'huile et comme l'origine du métal ne pouvait pas être identifiée, Air Transat a décidé de remplacer le moteur. Le moteur de rechange d'Air Transat n'était pas disponible. Par conséquent, un moteur prêté par Rolls-Royce, précédemment positionné dans les installations d'Air Transat, a été utilisé. Le changement de moteur, qui a commencé à minuit, s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'il soit découvert que la pompe hydraulique arrière, provenant du moteur retiré, ne pouvait pas être montée sur le moteur de remplacement en raison d'une interférence avec le tube d'entrée de la pompe à carburant haute pression déjà sur le moteur. Une recherche dans le catalogue illustré des pièces d'Airbus a révélé l'existence d'un bulletin de service. Il a alors été réalisé que le moteur prêté était dans une configuration ancienne alors que le moteur en cours de remplacement était dans une configuration nouvelle. Le technicien responsable du changement de moteur n'a pas pu accéder au bulletin de service depuis les terminaux informatiques disponibles et a accepté les conseils du département d'ingénierie de maintenance selon lesquels seul le tube de carburant arrière du moteur en cours de remplacement devait être utilisé. Selon les techniciens, un dégagement entre le carburant et le tube hydraulique avait été obtenu. À la fin du remplacement du moteur, des inspections ont été effectuées par le technicien principal et un autre technicien, et aucune anomalie n'a été constatée. Le moteur a été testé au sol avec succès et l'avion a été autorisé à voler. Le rapport d'inspection initial du moteur droit suite à l'incident a révélé la présence d'une fissure en forme de L sur la paroi du tube d'admission de carburant. Cette fissure mesurait environ 80 mm de longueur et avait une largeur d'environ 2,5 mm. De plus, le rapport a constaté que le tube de sortie hydraulique de la pompe hydraulique arrière était en contact dur avec le tube de carburant. L'interférence et le frottement étaient dus à l'installation discordante du tube de carburant et du tube hydraulique. Du fait que la fuite se trouvait en aval de l'échangeur de chaleur carburant-huile, le débit élevé de carburant très froid à haute altitude à travers l'échangeur a refroidi l'huile, entraînant les paramètres d'huile indiqués. La viscosité plus élevée a entraîné une augmentation de la pression de sortie de la pompe à huile et un faible débit de retour d'huile vers le réservoir. Quelques jours après l'accident, Air Transat reconnaît son erreur de maintenance et la compagnie est condamnée à une amende d'1 million de dollars. À la suite de l'enquête sur l'accident, la Direction générale de l'aviation civile française a émis une directive exigeant une procédure détaillée de détection de fuite de carburant dans le manuel de vol et la nécessité pour les équipages d'en être conscients. De son côté, l'administration fédérale de l'aviation américaine a émis une directive exigeant de nouvelles procédures de manuel de vol en cas de fuite de carburant pour les avions Airbus A330 et A340. Pichet a été encensé par les médias et a été célébré comme un héros, notamment au Québec, où il est toujours un conférencier populaire. Les pilotes expérimentés ont félicité le capitaine pour ne pas avoir paniqué ou tenté d'effectuer un atterrissage en mer. En 2002, Pichet a reçu le prix de l'excellence en pilotage de l'Association des pilotes de ligne aérienne en reconnaissance de son habileté extraordinaire pour avoir réussi à atterrir un avion avec les moteurs à l'arrêt. Le copilote, quant à lui, attendait un troisième enfant lorsque cet événement s'est produit. Il est aujourd'hui commandant de bord sur le plus grand avion du monde, le Airbus A380.
L'avion a été réparé et remis en service avec Air Transat en décembre 2001, avec le surnom de planeur des Açores. Il a été mis en stockage en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Le 18 octobre 2021, l'avion a effectué son dernier vol avec Air Transat. L'utilisation future de l'avion est inconnue.